Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on va commencer par ouvrir une page de notre actualité. Et aujourd'hui, on consacre une émission spéciale au tournoi le plus prisé de la planète. Oui, on est un peu chauvin, très chauvin même. Je parle bien sûr de Roland-Garros. Et on a raison de l'être après le match phénoménal de Loïs Boisson hier, dernière des Français encore en lice pour le troisième tour qui a obligé la troisième mondiale à s'incliner. On évoquera les grands moments de ce tournoi, bien sûr, les hommages nombreux, les matchs clés, et puis bien sûr cette ambiance unique et cet écosystème qui permet à Roland-Garros d'exister et de continuer à faire briller Paris tous les ans. De la culture et un voyage avec Jules Verne au Grand Hôtel des Rêves. L'occasion de replonger 20 milieux sous les mers ou de s'offrir un tour du monde en 80 jours. C'est absolument génial, on vous le recommande surtout pour une sortie en famille. De la conso et le désastre économique et écologique de la fast fashion avec ces plateformes de vente chinoises que vous connaissez tous, Chine, Temu, ils font du mal à la planète et à nos commerces français. On va en parler avec Emma Confrère alors qu'une proposition de loi est examinée en ce moment même par le Sénat. Hier, on était à Roland-Garros et regardez qu'on a eu la chance de croiser l'entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, aujourd'hui coach de Naomi Osaka. Il nous a redit son amour pour la France et son attachement indéfectible à Roland-Garros. Ça remonte à loin, on l'écoute. C'est forcément une joie, je suis français et en fait c'est le tournoi qui a bercé mon enfance parce qu'en fait à l'époque on n'avait pas toutes ces chaînes et en fait le tennis n'était retransmis que pendant Roland-Garros, donc j'attendais un an pour pouvoir regarder la télé de Roland-Garros. Maintenant je suis sur le circuit tout au long de l'année depuis 25 ans, ouais. Donc je suis en tournoi tout le temps, mais qu'à chaque fois que j'arrive à Roland-Garros... On s'habitue pas à l'atmosphère de Roland-Garros, rassurez-moi. Non, pas du tout. Non, Roland-Garros c'est hyper spécial. Encore une fois, il y a un côté émotionnel qui est lié au fait que étant français, c'était le tournoi que je suivais chaque année. Donc vous êtes chauvin, malgré tout. Ah oui, bien sûr. Non, mais je suis très chauvin. D'ailleurs, je suis resté en France. J'aurais pu aller n'importe où. Je suis resté en France. J'ai mis mon académie en France. Dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Vous savez, comme c'est pas facile de faire des affaires en France. C'est clair. J'aurais pu le mettre n'importe où. Ça aurait été peut-être mieux pour plein de raisons, mais je suis très attaché à la France. Donc forcément, Roland-Garros, c'est magique. Et puis il y a le jeu sur terre battue. Et le jeu sur terre battue, c'est très différent. Ça a quelque chose d'unique ? Ah, complètement. C'est vraiment pas le même tennis. Enfin, évidemment, c'est les mêmes joueurs et ça joue au tennis, mais le jeu est différent sur terre battue. Il y a une magie qui est liée à la terre battue. Une magie, on est tous d'accord pour dire que ce tournoi est absolument mythique, plébiscité tous les ans par les heureux élus qui ont réussi à décrocher un ticket et une place pour aller regarder ces joueurs incroyables sur les cours mythiques de Roland-Garros. C'est pas vous qui allez me dire le contraire, Cédric Callier, vous êtes journaliste au Figaro Sport. Vous suivez le tournoi, bien sûr, pour le journal, vous le suivez aussi pour l'ensemble du groupe du Figaro. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous aider à le décrypter, pour nous aider à mieux comprendre les temps forts aussi de ce tournoi. Qu'est-ce que ça représente pour un journaliste sportif, pour un amoureux du tennis que d'être dans les tribunes et d'être là-bas? C'est une chance extraordinaire. Déjà, il y a des conditions de travail qui sont absolument fabuleuses. Il y a une ambiance, on est porté par quelque chose aussi, nous, en tant que journalistes. Et puis même à l'intérieur de la rédaction, ça bataille un petit peu pour être parmi les heureux élus qui vont y aller. Donc non, c'est un vrai honneur, une vraie chance. Vous avez eu le ticket d'or. Exactement. Ça faisait quelques années que je ne l'avais pas parce que j'étais sur d'autres sports et d'autres dossiers. Et là, c'était un bonheur pour moi d'y retourner cette année. Et on s'en lasse pas? Ah non, jamais, non, parce qu'il y a toujours des nouveaux joueurs, il y a toujours une ambiance quand même un peu différente, et puis le stade évolue. Moi, je suis venu, la dernière fois que j'étais venu, il y avait certaines choses qu'il n'y avait pas là, donc non, c'est comme un éternel recommencement. Qu'est-ce qui différencie pour vous le plus Roland-Garros d'autres tournois mythiques? Il y a Wimbledon, il y a l'US Open. L'ambiance, sans doute, l'ambiance qu'il y a dans les tribunes, surtout depuis 3-4 ans. Je pense que même si l'US Open, c'est un petit peu bordélique aussi, donc il y a une ambiance qui est assez sympathique. Wimbledon, c'est beaucoup plus policé, mais ça, en même temps, ça a son charme. Oui, ça a son charme. Les joueurs tous en blanc et tout, c'est aussi quelque chose de très sympa. Mais je sais pas, en France, il doit y avoir une espèce de French touch qui fait que c'est différent. La French Touch, vous avez raison. On va commencer évidemment par cette victoire phénoménale de Loïs Boisson hier qui a battu la troisième mondiale. C'était complètement dingue. Dernière des Français à être encore en lice pour le troisième tour. Ça, c'est une moins bonne nouvelle, mais on y reviendra évidemment. On va écouter ce que nous disait Jean-Julien Hezvan hier à quelques minutes du début de son match. Loïs Boisson, 361e mondial, qui est la dernière chance française, avec une vraie belle carte à jouer aujourd'hui contre l'américaine Pegula. Inimaginable. Amélie Mauresmo disait il y a quelques jours
il y a une semaine, jamais on n'aurait pu imaginer ça pour le tennis féminin français. C'est aussi pour ça qu'on vient voir du sport. Hein. Mais oui, et la surprise est colossale avec, pour Loïs Boisson, un jeu qui peut la porter loin. Un jeu étonnant, un jeu physique, très engagé, avec un coup droit bondissant, qui rappelle d'autres grands joueurs et joueuses. C'est une très belle surprise. Ah oui, très très belle surprise. Et vous le dites avec de très beaux espoirs derrière. Oui, parce qu'elle a 22 ans, c'est son tout premier Roland-Garros. Pour elle, c'est une petite revanche parce que l'année dernière, elle s'est blessée juste avant Roland-Garros. Elle avait l'invitation en poche, elle s'est blessée. Ça, c'est une revanche, on adore. Oui, elle a beaucoup de caractère. Jamais on n'aurait pu l'imaginer. Jean-Julien Heisman avait raison. Et puis le match s'est très 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 bien passé hier pour Loïs Boisson. C'est incroyable des moments comme ça. Ah ouais, non, c'était surtout qu'on va pas se mentir, quand elle perd le premier set, on se dit, en plus, elle a une manière, une expression corporelle à ce moment-là qui incite pas vraiment à l'optimisme. Et puis, elle a commencé à trouver une progression au niveau de son service, parce que le premier set avait vraiment pas été bon. Ouais. Et puis, elle a commencé à embarquer un petit peu Pegula dans une filière qui lui allait pas du tout. Et puis un grand coup droit extraordinaire. Et puis aussi, on va pas oublier le public qui était pas là. Sur le premier set, ça c'est aussi un autre problème des fois sur le Châtrier, qui a commencé à remplir et qui a été plein pour le troisième set, et là il a été porté par la foule aussi. Elle a bénéficié en effet de ce public qui était derrière la dernière française en lice. Est-ce que ça change quelque chose? Peut-être qu'on se dit qu'on sauve l'honneur aussi de tout un pays. Il y a quelque chose de particulier. Elle n'avait pas pu participer à Roland-Garros l'an passé. Double revanche finalement un peu? Alors c'est certain qu'elle est... Après ça peut être une pression aussi. Hein, surtout que voilà, tous les espoirs reposent sur elle. Tous les regards sont braqués sur elle. Donc ça c'est quand même pas évident à gérer. Mais elle a cette capacité, comme elle nous le dit toujours ensuite quand elle vient voir la presse pour répondre à nos questions, de rester dans sa bulle. C'est vraiment un terme qu'elle dit à de multiples reprises. Elle essaye, c'est pour ça que sur le coup elle n'est pas hyper démonstrative, qu'elle va pas chercher totalement le public comme peut le faire un Gaël Monfils ou l'a fait Arthur Fils. Elle est dans son schéma, elle reste concentrée exactement, et seulement à la fin elle se libère et tout, et c'est beau à voir aussi. Jean-Julien Heisman parlait de son potentiel hier, de son fort caractère. Est-ce que vous le rejoignez sur cette analyse? Alors, il va falloir voir. Hein, déjà, il va falloir voir physiquement, parce qu'elle a quand même eu souvent des problèmes au-delà de ça. Elle se blesse beaucoup, non? Elle a une certaine fragilité. Elle a un corps, on le voit, qui est très très musclé et tout, mais donc aussi qui demande énormément d'énergie. Un jeu aussi. C'est une pure terrienne, ce qui est assez rare dans le tennis français. Il va falloir voir ce qu'elle est capable de faire sur les autres surfaces aussi. Mais elle a 22 ans. Si le physique tient, je pense qu'en tout cas, à Roland-Garros, on risque d'en entendre parler souvent, oui. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite, la concernant, ou ça risque d'être compliqué, ce troisième tour? Ce quart de finale. Ça va être très compliqué parce qu'en face, elle a une jeune russe de 18 ans, Mira Andreeva, qui était demi-finaliste l'année dernière, qui elle aussi est une pure terrienne, ce que n'était pas Pegula, qui a des armes dans son jeu. Donc d'avantage comparatif? Oui, là, ça va être, je pense que ça va être un autre défi avec des points sans doute beaucoup plus longs. Il faut voir physiquement si elle n'a pas trop puisé dans ses réserves aussi, Loïs Boisson. Mais en même temps, elle-même, elle le dit, hein, elle dit pour moi c'est juste une étape, ce quart de finale. Donc elle dit qu'elle peut gagner. C'est important finalement de voir le bout du tunnel, de se dire qu'on en est capable, qu'on peut y arriver finalement. Ça fait partie aussi de la réussite. Exactement, je trouve même ça fondamental, même si en France on a un petit peu de mal des fois avec les sportifs qui affichent leurs ambitions. Donc je pense que si quelque part elle a le bon état d'esprit, c'est-à-dire qu'elle se dit j'ai plus de pression, j'ai réussi mon tournoi déjà, quart de finale, c'est incroyable. Pourquoi pas? Parce que la Russe est jeune aussi, elle a des moments mentalement où elle peut être un peu friable, elle peut s'énerver, donc c'est pas impossible, mais ça sera plus dur que Pegula. Impossible n'est pas français. Exactement, et impossible n'est pas Boisson. Bon, on va parler quand même des Français en général. On va laisser de côté Loïs Boisson et ce match absolument incroyable qu'elle nous a offert hier. Bon, c'est encore compliqué cette année. Hein. Oui, c'est encore, vous êtes gentil avec le terme compliqué. Ça a été pas loin d'être catastrophique quand même, puisqu'il y a que Loïs Boisson très rapidement. Et on a eu Quentin Alice aussi qui a été au troisième tour, Arthur Fils qui a été au troisième tour mais qui a déclaré forfait avant. C'est tout. Donc Elsa Jacquemot qui a joué contre Loïs Boisson. Ça fait très peu, donc il y a beaucoup de déceptions, il y en a beaucoup qui n'ont pas été à la hauteur, il y a eu finalement assez peu d'exploits, mis à
à part Loïs. Pas de match vraiment marquant, hormis le show mon fils, qui n'a pas grand-chose à se reprocher, parce que lui, il perd contre le 5e mondial. Il y a eu un peu d'émotion, et encore avec le départ de Richard Gasquet. On y reviendra. Voilà, mais non, donc, pour l'instant... Bilan plus que contrasté du côté de nos Français. Bilan mauvais. Je pense qu'on peut le dire. Hein. C'est pas parce qu'une Loïs Boisson arrive à nous enthousiasmer que c'est pas l'arbre qui cache toute la forêt. Allez, on écoute quelques réactions qu'on a pu grappiller hier à Roland-Garros. Le bilan français, il est totalement inattendu parce qu'on attendait beaucoup des Français, beaucoup moins des Françaises, et finalement c'est un peu l'inverse. C'est totalement l'inverse. Mais il y a toujours des Français, parce que là il y a la 3e semaine, il y a les jeunes, il y a les fauteuils, il y a les doubles jeunes, double fauteuils, etc. Franchement, c'est vrai que le grand public regarde les grosses affiches, c'est vrai. Malheureusement. Mais parlez-nous justement de ces affiches. Non mais carrément, ça va de nous, on veut encourager vraiment tout le monde et mettre en avant du coup ceux qui ont aussi moins de visibilité durant toute l'année. Par exemple, pour l'exemple de Pauline de Roulette qui fait tennis fauteuil, qui est vraiment très proche de nous, qui est super sympa, etc. Et bah elle, il faut aller la voir cette semaine, il faut aller la voir en simple, il faut aller la voir en double, il faut aller l'encourager et elle a besoin de nous quoi. Une réaction, Cédric Caillé, quand même, avec ce que disent ces jeunes qui ont envie d'y croire, qui font partie donc des supporters, vous le savez, la tribune bleue. Oui, ils sont extraordinaires, ils mettent une ambiance fabuleuse. Alors malheureusement, pour l'instant, ils n'ont pas tout à fait raison, parce que même dans les tableaux juniors, chez les filles et chez les garçons, ça se passe pas très bien. Hein. Ouais, on n'en a plus qu'un dans chaque tableau, quand j'ai regardé ce matin et tout. Pour Pauline, malheureusement, elle est tombée sur la numéro 1 mondiale et tout, et pareil, avant de venir vous voir, ça se passait pas très bien non plus pour elle. Stéphane Houdet qui a été éliminé. Donc même un peu sur tous les tableaux, malheureusement, ça se passe pas très bien pour nos Français. Est-ce que globalement, on a tendance à oublier ces tableaux qui sont un peu secondaires, qui sont un peu cachés par les gros matchs qui ont cours, que ce soit sur le cours Philippe Chatrier, sur le Lenglen ou encore sur le cours Simone Mathieu? Ah oui, totalement. Même si je pense que, et ça sera sans doute un des héritages de Paris 2024, il y a un intérêt, j'ai eu l'impression, pour en parler à des gens sur place. Notamment pour le tennis fauteuil? Pour le tennis fauteuil, on sent que maintenant, il y a un appétit des gens pour aller voir des matchs comme ça, qui avait peut-être sans doute pas avant Paris 2024. Bon, moi j'ai assisté à un match d'anthologie, Arthur Fils face à Jaume Minard, une ambiance de folie, et puis une victoire à la clé. J'aimerais qu'on regarde les réactions justement de ceux qu'on a pu rencontrer hier sur ce match avec Arthur Fils. Moi je suis notamment allée voir le match d'Arthur Fils. Avec une ambiance incroyable, jusque dans les tribunes presse. La tribune presse était debout, incroyable. Et là, c'est vrai, un exemple d'un Français sur le court avec tout le stade qui est avec lui. C'était incroyable. Franchement, c'est un des meilleurs matchs qu'on a fait. C'est le meilleur de la quinzaine, je pense, pour l'instant. Je suis assez d'accord. Et même de tous les matchs qu'on a fait pas mal de matchs, etc. Je pense que c'est l'un des meilleurs de notre vie aussi. C'était fou, l'ambiance, etc. Et le fait qu'il soit un peu à moitié blessé, qu'il vienne au mental, qu'il s'arrache mentalement, etc. Pour venir dans le 5e, c'était vraiment exceptionnel. C'est l'ambiance qui l'a porté, parce qu'on sent rapidement qu'il est touché. Il est touché. Alors au début, on ne sait pas trop si c'est le dos, si c'est un peu plus bas, mais on sent que ça va plus beaucoup. À un moment donné, on se demande si son clan n'est pas en train de lui dire d'arrêter pour pas compromettre la suite de sa saison, notamment Wimbledon où il a de grandes attentes. Il reste dans le match pour le public. Il est porté par le public et puis il va chercher une victoire incroyable. Et là, on se demande, et après, qu'en sera-t-il? Et là, le coup près tombe, on apprend que voilà, la blessure est sérieuse, que le temps de récupération sera important. On ne sait pas trop s'il va pouvoir être à Wimbledon, mais il a voulu offrir ce moment quand même à Roland-Garros. Oui, parce que Roland-Garros, c'est le tournoi qui fait rêver les Français. C'est aussi pour eux souvent le tournoi le plus dur à aborder parce que terre battue, beaucoup d'attentes, une vraie envie de bien faire, et parfois des difficultés à exprimer tout ça, ce qui fait que c'est un cocktail un peu explosif. On sait à quel point le mental est important. Surtout à Surfis, c'est une connexion particulière avec le public. Il est souvent amené à l'appeler, à le lever, etc. Lui aussi, il veut le public. Il y a des joueurs qui sont dans leur bulle, qui sont isolés, tout. Lui, il veut le public, il veut du soutien, etc. Et c'est pour ça que c'était incroyable. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que c'est les joueurs qui viennent nous chercher, c'est les premiers à nous envoyer des messages. Voilà, et là, c'est les juniors, il y en a déjà 2 qui nous ont un message pour aujourd'hui. Les gars, venez nous pousser et tout. Donc c'est un peu le facteur X, le supporter. Ouais, je pense. C'est ça qui donne aussi de la valeur au projet, c'est qu'on est poussé par les joueurs. Si on faisait ça que pour nous et que personne autour de nous qui fait ça n'aurait pas d'intérêt. Là, c'est vraiment ça qui est sympa. Les joueurs qui en redemandent, qui ont besoin de ce public motivé qui est derrière eux. C'est vrai que le match d'Arthur Fils était particulièrement mouvementé. Les Français étaient vraiment tous derrière leur champion. Est-ce que ça fait partie aussi de la magie de Roland-Garros? C'est peut-être pas le plus beau match que vous ayez vu de votre vie, Cédric Caillé. Non, on va pas se mentir. Il y avait une ambiance de dingue. Il y avait une ambiance de dingue. Il y avait une ambiance de dingue sur le premier tour de mon fils aussi, qui était loin d'être tennistiquement parlant un grand match face aux Boliviens.
C'est un showman et puis il se bat, il s'accroche, il crée quelque chose avec le public. Et donc il y a cet engouement qui est extraordinaire. Et il y a plusieurs joueurs, aussi des adversaires, qui ont dit que c'est l'adversaire d'Alice au deuxième tour, le Serbe Kekmanovic, qui avait dit ailleurs, je perdais pas ce match. Donc ce qui veut bien dire l'importance du public. X. Je recommence, mais ça joue. Oui, ça joue énormément. Un joueur va puiser, va chercher quelque chose. Et puis ça joue sur l'adversaire aussi. Ce match où Arthur Fils s'accroche malgré les difficultés, c'est ce que disait Jean-Julien Hezvan il y a une seconde. Est-ce que le match aurait été complètement différent, par exemple à Wimbledon, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure sur un autre exemple, mais est-ce qu'il aurait perdu? Est-ce qu'il aurait... Alors c'est toujours le tennis fiction, c'est pas évident. Ça reste un grand chelem, donc je pense qu'il se serait battu aussi. Jusqu'au bout. Mais il aurait pu aussi, qui sait, bénéficier peut-être du soutien du public aussi, parce que des fois le public, même étranger, et tout peut prendre fait et cause pour le joueur un peu blessé et diminuer. On le voit tous les ans avec Djokovic par exemple, à Roland-Garros. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est ce qu'on apprend le lendemain, qu'il a une fracture de fatigue au dos, et de se dire qu'il est capable de gagner un set avec une fracture de fatigue au dos qui va peut-être l'empêcher d'être en compétition pendant un mois et demi, 2 mois, on ne sait pas trop, parce que c'est une blessure un peu... Ouais, c'est embêtant, parce qu'il y avait un Tchèque à qui c'était arrivé, qui en a parlé, là, Jiří Lehečka, celui qui a été battu par Jannik Sinner, et lui qui a dit que ça lui avait pris 3 mois pour revenir. Donc ça peut être long, et ça peut mettre en péril peut-être Wimbledon derrière. Moi je ne le vois pas faire Wimbledon. Alors qu'il misait beaucoup, hein, sur... Ouais, mais il part sur un délai minimum de 4 semaines de rétablissement, ce qui lui permettrait de reprendre juste avant Wimbledon, aucune préparation sur gazon, alors même s'il est à l'aise sur cette surface. Et puis je pense qu'il a 20 ans, et il a quand même pas mal de problèmes physiques aussi, Arthur Fils, donc à mon avis, ça serait plus intéressant pour lui de faire une vraie pause et de se préparer pour la saison sur dur avec l'US Open dans un coin de la tête. Bon, donc affaire à suivre du côté de Arthur Fils. Cette ambiance particulière, ambiance à la française, pour les adversaires, c'est pas toujours marrant. Il y en a d'ailleurs qui sont pleins. C'était le cas de l'adversaire d'Arthur Fils sur le court Suzanne Lenglen, qui n'était pas content de se faire un peu chahuter par le public. J'aimerais qu'on écoute justement les réactions des supporters et de ceux avec lesquels on a discuté hier à Roland-Garros. Bon, c'est 2 semaines qu'on est à fond du coup pour mettre l'ambiance, pour pousser tous les Français. On était déjà à la qualifications. Tableau principal, là on enchaîne la 3e semaine avec les juniors et les fauteuils. Et du coup nous on jauge ça comment? On jauge, ça de mettre une bonne ambiance, en étant vraiment respectueux, que ce soit pas border, etc. Donc l'atmosphère elle est géniale, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis le début de Roland Garros, l'ambiance elle est hyper positive, elle est hyper poussive pour les joueurs français, mais hyper respectueuse, donc c'est trop cool. Et nous on adore ça. Et puis il y a plein de Français qui aiment ça, qui aiment mettre l'ambiance, etc. Les joueurs aussi adorent. Donc on est à fond et ça se passe super bien. Incroyable. Alors, Roland Garros a l'habitude d'être un tournoi bruyant, un tournoi où les gens s'amusent. Par rapport à Wimbledon aussi, par exemple. Un tournoi où les gens participent. Alors, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Les joueurs français adorent, les joueurs étrangers un peu moins. Les joueurs étrangers un peu moins, surtout quand ils sont pris en grippe par une partie du public. C'est pas vrai sur tous les cours, mais il y a certains petits cours où c'est un peu trop explosif. Attention, parce qu'il ne faut pas que ça nuise au spectacle, mais c'est aussi une petite touche française qui fait que voilà, quand les gens viennent, ils viennent pour du spectacle et ils viennent pour être partie prenante. Et ils sont chauvins. Et ils sont un peu chauvins. On est là pour supporter nos athlètes français, nos sportifs sur le court, mais on respecte aussi les autres joueurs. C'est ça, on sait faire la part des choses, on sait applaudir l'adversaire quand il gagne, quand il met un joli point, etc. On est vraiment respectueux, on n'encourage pas du coup quand il y a une double faute, etc. On est très respectueux, c'est pour ça que ça se passe super bien, qu'on passe une super semaine ici, quoi. Ça vous embête quand il y en a qui huent un peu certains sportifs, ça vous met mal à l'aise? Ouais, ça nous met mal à l'aise et c'est vrai que des fois ça peut être référencé à la tribune bleue parce qu'on a un peu la référence supporter parfois, on dit à la tribune bleue super ambiance, donc forcément quand ça devient un peu négatif, on associe ça à nous, donc on essaye de faire la part de choses et des fois même d'éduquer un peu les gens autour de nous quand ils sifflent, etc. On fait un peu la police parfois. C'est pas le meilleur boulot. Vous avez raison, mais globalement c'est très réussi et il y a très peu de débordements, ça n'arrive quasiment jamais. Les gens qui connaissent vraiment le tennis savent faire la part des choses, ils savent que du coup c'est des minorités, des gens qui sont un peu isolés, etc. Et donc qui savent faire la part des choses, c'est pour ça que ça passe super bien, on a beaucoup d'autres positifs et tout. Un mot sur cette ambiance entre la French Touch, en effet, ce côté un peu bruyant qu'on aime à Roland-Garros, qui met de l'ambiance. Puis c'est vrai, certains athlètes qui le disent tous les ans, qui sont pas contents de venir jouer à Roland-Garros parce qu'ils n'ont pas la même expérience que nos Français. Hein. Oui, après, c'est bizarrement, ceux qui se plaignent sont souvent ceux qui perdent. Donc, c'est des mauvais joueurs. Il y a un petit côté de ça. Après, il y a eu 1 ou 2 matchs au début des internationaux de France là, qui ont posé un peu problème quand même, où c'était un peu limite. Après, on connaît
connaît pas toute la véracité aussi de Kekmanovic, par exemple, le Serbe qui avait dit qu'on lui avait craché dessus. C'était aussi arrivé au Belge David Goffin, qui lui avait gagné par contre. Donc là, on peut se dire que c'était pas mauvais. Voilà, donc il y a des limites à ne pas dépasser, et malheureusement qui sont peut-être dépassées un petit peu sur des cours comme le cours numéro 14, qui est extraordinaire au niveau de l'ambiance, mais des fois ça va un peu trop loin. Après, ce que font ces garçons avec la tribune bleue est extraordinaire. Voilà. Eux, par contre, ils essayent de cadrer un peu tout ça, mais bon, déjà ils sont pas sur tous les cours. Bien sûr. Et puis, on peut pas empêcher des imbéciles quelque part. Un imbécile tout en haut du stade, on peut pas y faire grand chose. Hein. Exactement. Alors après, c'est moins le cas sur les grands cours. Hein. C'est vraiment ce phénomène-là est plutôt sur le 14, le 7, le 6. Donc, mais moi j'ai vécu une ambiance extraordinaire. À un moment donné, je me souviens, ils criaient c'est à bâbord, c'est à bâbord, c'est à tribord, ça se répondait. Il y avait une ambiance, et là c'était sympa, c'était pas contre le joueur adverse. Mais c'est vrai que le sifflet, le huer. Après, il y a des adversaires qui ont un caractère fort aussi et qui malheureusement entre guillemets répondent. Et là, c'est là que ça se corse. C'est là que on l'avait vu avec Mensik notamment. Mais en même temps, c'était sympa parce que il a le droit de chambrer, il se fait chambrer, il a le droit de répondre. Il faut y aller. Exactement. Alors, de l'ambiance, c'est vrai, puis des moments inoubliables avec ces hommages magnifiques. Hommages en cascade, hein. Raphaël Nadal, évidemment, avec cette émotion brute, ces larmes très pures, c'était magnifique. Prince de Roland-Garros, Richard Gasquet, plus timide, peut-être plus réservé. À son image. À son image. Nicolas Mahut en larmes sur les derniers points. Et puis Caroline Garcia aussi. Ça fait du monde à honorer. Ouais, ça fait aussi ça fait prendre un petit coup de vieux parce qu'on se dit que ça fait une génération qui s'en va et tout. Bon, du côté des mousquetaires, en effet, on perd il reste plus que Gaël. Hein, donc je pense qu'il sera encore là l'année prochaine. Je le vois pas ne pas vivre un dernier Roland-Garros en sachant que ça sera le dernier. Donc, mais là, dans l'émotion pour Nadal, c'était fabuleux. C'est vrai que Gasquet, ça manquait de quelque chose. C'était propre. C'était assez protocolaire. Voilà, exactement. Mais lui-même, bon, c'est vrai qu'il pleure pas, il a pas la larme facile, Richard. Mais donc c'était peut-être un petit peu froid, mais bon, Rafa, c'était un grand moment. C'était vraiment bouleversant. En effet. Et puis on sent à quel point c'est une part de toute une vie. On se rend compte de ce que ça peut représenter dans leur vie, de ce que ça va représenter derrière. Et puis ce lieu, finalement, ce cours Philippe Chatrier, Roland-Garros, c'est joli de voir cet amour finalement qui est né entre cette terre battue parisienne et puis Raphaël Nadal. On va écouter les mots et les réactions de Jean-Julien Hezvan et de Richard Mouratoglou justement à ces hommages et de Raphaël Nadal et de Richard Gasquet. On regarde ça ensemble. On avait l'impression, et je crois que c'est Nicolas Mahut qui a dit ça, il a été tellement saisi par l'émotion autour de Raphaël Nadal qu'il a dit le tournoi est fini. Et j'ai trouvé ça très juste parce que je me suis dit effectivement qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre derrière. Et on a senti effectivement qu'après l'émotion qu'il y a eu tout au long de cette journée qui a été formidable, qui a été incroyable, l'hommage a été saisissant. J'ai croisé le lendemain des journalistes espagnols qui m'ont dit merci à la France d'avoir fait ça, merci à la France d'avoir fait ça et d'avoir compris Rafa parce que c'est ce qu'il voulait. Il voulait pas de feu d'artifice, il voulait quelque chose d'intime, de fort. Le voir partir avec son fils, c'était formidable. C'était extraordinaire. Rafa, c'est la légende de Roland-Garros et ça le sera probablement à vie parce que ce record semble imbattable. Donc c'était particulier. Il a marqué ce tournoi. Et derrière, on a senti que le tournoi a eu un peu de mal à tourner la page, qu'il a fallu un peu de temps. Et puis il y a eu d'autres émotions, d'autres départs. Pour les Français, Richard Gasquet, Caroline Garcia. Tu as eu une émotion difficile à analyser pour le grand public. On le sentait pas si ému que ça. En même temps, il est pudique, c'est vrai. Comment est-ce qu'on le comprend? Comment est-ce qu'on comprend un de ces mousquetaires? Je pense qu'intérieurement, ça devait être extrêmement fort. C'était une tornade intérieure, mais il ne montre pas. J'imagine, quand on voyait les plans sur ses proches, quand il a parlé de son père, qui était pas là, mais qui devait regarder devant la télé, on sentait que ça bouillait. Mais... Après, Richard a marqué l'histoire du tennis français. Des mousquetaires. Des mousquetaires. Et puis bon, après, j'ai une relation un peu je connais très bien Richard, donc ça m'a touché plus. Puis il a un côté très touchant parce que on sent son émotion, mais il ne sait pas l'exprimer. J'ai trouvé ça hyper émouvant. Il a une grande pudeur, oui, en effet. J'ai trouvé ça très très touchant. Il est comme ça. C'est pas un démonstratif.
dans les mousquetaires, ils avaient chacun des rôles attitrés. Hein. Il y a des plus exubérants. C'est le principe aussi. Hein, oui, exactement. Et c'est aussi pour ça qu'ils étaient très complémentaires. Ouais. Et lui, il est plus en retenue, un peu comme Gilles Simon. Mais l'émotion était bel et bien là. Et c'était une manière symbolique de couronner aussi une formidable carrière. Une carrière incroyable. C'était bien de partir à Roland-Garros. C'était bien de partir en étant capable de produire du jeu, ouais. De proposer encore du beau jeu, de promener encore ce revers à une main incroyable qui aura couru pendant tant d'années. Et l'hommage de Jannik Sinner était très beau, très émouvant, très, cette pudeur aussi qui était très belle. Et en effet, cette place qu'il a laissée à Gasquet pour cette dernière. Des hommages évidemment, et puis Roland-Garros c'est aussi un certain nombre de métiers, des métiers qui sont essentiels à la carrière de ces joueurs et puis à la logistique évidemment. On voit avec moi, je suis toujours aussi admirative de ces ramasseuses et de ces ramasseurs de balles et de leur manière absolument impeccable d'officier sur les cours. On a vu évidemment Patrick Mouratoglou et son expertise de coach, on en a parlé avec lui. Il y a un métier qui est intéressant aussi, c'est le métier de cordeur, métier absolument essentiel quand on s'imagine le nombre de raquettes qu'il faut raccorder pendant un tournoi comme Roland-Garros. Alors je vous propose qu'on écoute l'un d'eux, il est cordeur pour l'équipe de France. C'est quoi le métier de cordeur? À quoi ça ressemble votre quinzaine sur Roland-Garros? Alors c'est assez intense. On va s'occuper donc de préparer toutes les raquettes des joueurs pour à la fois les entraînements, leurs matchs. Donc la première partie, ça va être de trouver les bons réglages, les bons ajustements. Donc on va chercher, on va tester, et puis plus on s'approche de la compétition, plus on va monter en volume, et là on va préparer toutes leurs raquettes pour chaque match. Et chacun a ses petites spécificités, a ses envies, a ses besoins. Comment est-ce que ça marche? C'est du sur-mesure hein? C'est du sur-mesure, ouais. C'est du sur-mesure dans le choix des cordes, dans la tension qu'on leur applique, parfois même le moment de la journée auquel on va le corder. On a des joueurs qui sont assez pointilleux, qui vont nous les demander faites du matin, comme les croissants de la boulangerie, puis d'autres la veille au soir. Donc on organise nos journées pour faire ce petit puzzle chaque jour, pour faire rentrer le volume et caler quelques heures de sommeil. Un sportif, aujourd'hui sur un tournoi comme Roland-Garros, il a besoin en moyenne de combien de raquettes? Il va, on va dire, ceux qui consomment le moins de raquettes, on va être à 8 raquettes. Wow. Et sinon, on va jusqu'à 12-14 parce que les matchs au meilleur des 5-7, on va changer presque, si c'est un match accroché, 8 fois de balles. Donc on va faire coïncider 8 raquettes neuves pour ces changements de balles. Donc 9 raquettes, plus celles de l'échauffement et éventuellement des tensions de secours si on s'est trompé dans les prévisions. Donc à chaque changement de balle, il y a un changement de raquette, c'est obligatoire? Thématique. Non, mais en fait les balles perdent vraiment en volume, en qualité, et la tension aussi de la raquette perd au fur et à mesure. Donc on fait coïncider le changement de raquette avec les changements de balles. Comme ça on repart avec une balle plus vive et une raquette un peu plus cordée. Comment est-ce que ça marche justement les relations qui se créent avec les tennismen, les tenniswomen? J'imagine qu'il faut être proche d'eux, il faut les comprendre, il faut être un partenaire parce que c'est des moments qui sont stressants pour eux évidemment, où la performance doit être au plus haut niveau. Alors on s'occupe d'un objet assez intime pour eux, c'est leur raquette. Donc on a vraiment cette notion de confiance qui doit s'instaurer. Ça prend du temps. Quand ça fait des années qu'on travaille ensemble, il y a une espèce de routine qui nous permet d'être confortable. Mais toute nouvelle collaboration, il y a ce temps de la compréhension. Qu'est-ce qu'on cherche, comment on l'obtient. Il faut se roder en fait. Il faut se roder. Et puis on a choisi de ne pas être affilié à un seul joueur. On se partage entre plusieurs joueurs. Donc on est à la fois proche des équipes, mais pas trop, parce que dès lors on va rentrer dans la stratégie. Ils n'ont pas forcément envie que la stratégie aille aux oreilles d'autres. Donc on est dans les équipes sans y être. Donc on est un peu privilégié et ça nous permet aussi d'avoir un peu de détachement par rapport aux résultats. On est ravis quand ils gagnent, on est triste quand ils perdent. Mais c'est la vie et ça continue. Et on a un pool de joueurs et on n'est pas dépendant d'un seul résultat. Et donc là ça va continuer pour vous quand Roland-Garros va s'arrêter, en tout cas pour les athlètes pour lesquels c'est fini, ça continue. C'est ça, nous on organise un programme sur tous les grands chelems, tous les Master 1000. Donc c'est un programme de 30 semaines à la fois pour les hommes et pour les femmes. Donc voilà, sur 52 semaines à l'année, ça reste plus beaucoup de temps pour le reste.
Et là, on ne parle même pas, Cédric, de tous ceux qui s'agacent avec leur raquette et qui la jettent allègrement sur le cou ou contre leurs genoux. C'est incroyable de découvrir des témoignages comme ça et puis de comprendre finalement toute cette logistique aussi qu'il y a derrière. Ah, puis quand on les voit à l'œuvre, moi j'avais suivi ça il y a une dizaine d'années, j'avais vu une journée d'un corps, enfin c'est impressionnant, ils n'arrêtent pas et tout. C'est une vraie expertise, hein, sans savoir-faire. Ah, c'est très minutieux et tout, non, c'est vraiment... Et après avoir vécu cette journée-là, quand je voyais Benoît Paire fracasser une raquette, j'avais mal au cœur pour eux. Je comprends. Un dernier mot peut-être sur vos pronostics pour le grand vainqueur de cette édition 2025. Pour vous, ça sera qui ? Vous voulez le pronostic du cœur ou de la raison ? Les deux. Alors du cœur, moi j'aime beaucoup Carlos Alcaraz, j'aime beaucoup son jeu, sa manière d'être et tout. Même si un 25e titre pour Djokovic, ça serait fort. Ça serait joli. Maintenant, sur ce que je vois depuis le début du tournoi... Vous allez parler d'Yannick Sinner ? Ah oui, il est incroyable, c'est un rouleau compresseur. Donc, même sur terre battue. Même sur terre battue et tout, il n'a aucune faiblesse, c'est très très fort. Et puis chez les femmes, j'ai l'impression que pour Swiatek, ça va être plus compliqué. Pourquoi pas Coco Gauff, ça serait pas mal. Mais elle est dans la partie de... Vous rejoignez Jean-Julien Hezemans là-dessus. Ah d'accord, mais elle est dans la partie de tableau de Loïs Boisson, donc pourquoi pas Loïs ? Pourquoi pas Loïs Boisson, on croise les doigts. Un grand merci Cédric Callier d'avoir été présent en plateau pour nous aider à décrypter ces folles semaines à Roland-Garros. Un grand merci, à très bientôt. Merci à vous. On continue avec l'entretien culture, c'est parti. C'est très loin d'être la première fois qu'on vous parle dans l'émission des spectacles immersifs Polaris et de l'Hôtel des Rêves. À chaque fois, c'est un pur bonheur et c'est l'occasion de mettre en valeur ces comédiens qui créent la magie à chaque représentation. Après La Belle et la Bête, la véritable histoire du Père Noël, le Grand Hôtel des Rêves s'attaque à un personnage formidable, Jules Verne, pour un voyage extraordinaire dont on va parler avec Charles Mollet, fondateur de Polaris. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes aussi créateur et metteur en scène de tous les spectacles qu'on a le bonheur de découvrir. Jordan Hess, vous êtes comédien. Merci beaucoup d'être présent sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Merci. On va déjà dire un mot de Polaris pour ceux qui ne connaissent pas encore. C'est forcément des mauvais élèves parce que nous, on en parle beaucoup. Donc s'ils ne sont pas au courant, c'est de leur faute. Mais disons un mot quand même de Polaris et du Grand Hôtel des Rêves. Oui, ce qu'on crée en fait, c'est des spectacles dont la particularité est que les spectateurs vont passer par petits groupes de 30. Donc c'est un côté très intime, très confidentiel. Ils vont passer de pièce en pièce. Le Grand Hôtel des Rêves, c'est un hôtel 18e au cœur de Paris, dans le 5e arrondissement. On arrive là et un petit groupe va passer une cape et on va passer de pièce en pièce comme ça, toutes les 5 minutes. Et à chaque fois qu'on change de pièce, on change de décor. On découvre de nouveaux personnages et ce faisant, on progresse dans l'histoire à la découverte des personnages et on réalise soi-même un voyage extraordinaire, naturellement. Ce qui est génial, ce que vous décrivez, c'est qu'on ouvre des portes et ça nous ouvre un monde entier. Alors ça, je trouve que ça résonne très bien avec le personnage de Jules Verne. Quand on vous a parlé de ce projet et de ce voyage extraordinaire autour de cet écrivain, de cet homme fabuleux qu'est Jules Verne, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Vous le connaissiez bien ? Vous avez envie de le redécouvrir ? C'était pour moi un enchantement parce qu'il se trouve que j'ai fait, je le disais à Charles à l'instant, des études en lettres modernes. Et il se trouve que Jules Verne, à l'université, c'est problématique parce qu'on lit Moby Dick, mais Jules Verne, il est un petit peu, il pose problème. Et je l'avais un peu lu, mais je le connaissais très mal et grâce à l'Hôtel des Rêves et le spectacle, j'ai relu certains passages de Jules Verne et je me suis intéressé à sa biographie qui est passionnante. C'est vrai que c'est un personnage incroyable, un homme assez extraordinaire, un écrivain évidemment, avec cette matière qui est très riche, un ensemble de plus de 62 livres, tout de même parmi lesquels 20 000 lieues sous les mers, Voyage au centre de la Terre ou encore Le Tour du monde en 80 jours. C'est avant tout un écrivain de génie ? Je pense, c'est ce qu'il a de génial. Je pense que tous les écrivains qu'on aime sont quelque part des écrivains de génie, mais le génie de Jules Verne, en tout cas pour moi, c'est d'avoir entrevu tant de choses sur ce qui allait advenir. Jordan le disait, il est visionnaire et puis il va vous dire, mais non, je ne suis pas visionnaire, j'ai simplement observé ce que j'avais sous les yeux pour anticiper. Et il invente un style. Et c'est aussi pour ça qu'on va avoir du mal à le classer, peut-être, comme tu le disais, encore aujourd'hui. Et à son époque, une des grandes blessures qui va être dans le cœur de Jules Verne, c'est de n'être jamais entré à l'Académie française. C'est d'avoir... Oui, mais considéré comme grand public. Oui, on peut le dire. C'est des ouvrages pour les enfants, pour l'éducation, mais c'est pas de la littérature, alors qu'en fait, il est en train d'inventer un style, il est en train d'inventer la science-fiction, et toutes ces prémonitions vont tomber juste, et ce qu'on suit dans le spectacle, c'est ça, c'est comment est-ce que... L'intuition d'un homme. Exactement, va devenir, par exemple, 1865, il écrit Voyage de la Terre à la Lune, 103 ans plus tard, les choses se réalisent, mais
avec une proximité avec le livre telle qu'on se dit c'est impossible. C'est bluffant. Et le spectacle va suivre Jules Verne en tant qu'auteur qui va trouver l'inspiration, et c'est un spectacle sur l'inspiration d'un jeune homme qui va traverser sa vie comme ça et découvrir tant de choses par passion pour le progrès, les sciences. Je suis d'accord avec vous quand vous parlez d'intuition, d'inspiration. Je trouve que c'est très beau, cette capacité à aller tutoyer l'imaginaire. Comment est-ce qu'on s'approprie tout cet univers en tant que comédien? Comment est-ce qu'on entre dans ces histoires? Déjà, on fréquente le texte qui nous est fourni, c'est-à-dire c'est un rapport à la langue, c'est une écriture, oui. Parce que, je rebondis un peu sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que Jules Verne, on le lit très peu en réalité. Et le texte que nous avons pour ce spectacle-là, il garde, je dirais, la substantifique moelle de l'imagerie de Jules Verne, et donc j'ai fréquenté déjà le texte. Pour moi, c'est très important. C'est hyper important, en effet, pour prendre le pouls de ce que ça dit de lui, et puis de cette époque aussi, qui est une époque intéressante, que vous essayez de nous faire découvrir à travers des décors qui sont toujours fabuleux, et puis à travers un phrasé, à travers des personnages qu'on retrouve. Je pense à George Sand, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple. Oui. En fait, ce qu'on propose au Grand Hôtel, c'est de vous faire voyager dans le temps. Donc, on va à la fin du 19e siècle et on va se replonger avec les personnages de l'époque. Nadar, Félix Tournachant qui prenait les photographies à bord des ballons, et on est passionné par les ballons. George Sand qui a la plume qu'on lui connaît, et on va rencontrer ces personnages, et ce faisant, on va être plongé dans tout un tas de décors, dans le studio de Nadar, au Travelers Club, dans une imprimerie où on rencontre Pierre-Jules Hetzel, l'éditeur de Jules Verne. Oui, donc on rencontre tous ces personnages, et puis on est plongé dans des décors qui sont complètement fous, qui impressionnent le public, et puis on touche du doigt ce qui pouvait exister à cette époque, et qui peut-être, paradoxalement d'ailleurs, existe un peu moins à la nôtre. Le progrès fait des promesses, l'avenir fait des promesses au présent, et on se dit mais oui, ça va être possible. Et c'est un siècle de découverte permanente, et où tout devient possible. Il y a une frénésie, une foi dans tout cela. Et aujourd'hui, on est paradoxalement dans ce que Jules Verne avait aussi anticipé, bien que Pierre-Jules Hetzel, son éditeur, lui ait moins laissé la place de le dire, de se dire, à force d'inventer des machines, les hommes se feront-ils dévorer par elles? Et on est aujourd'hui au moment où on se dit, est-ce que ça ne va pas trop loin? En tout cas, on se pose ces questions. Exactement, et on a raison de se les poser. Encore une fois, il était visionnaire. Absolument. C'est incroyable. On regarde la bande-annonce ensemble et puis on revient en plateau tout de suite. 4-2-6-0. C'est avant tout. Parlez, capitaine. Alors ça, c'est un tout petit aperçu de ce qu'on peut retrouver à l'Hôtel des Rêves, mais c'est absolument exceptionnel. On vous invite évidemment à y aller, et on vous invite à y aller pour découvrir ces comédiens, 24 comédiens qui sont mobilisés, et on retrouve des personnages absolument incontournables de l'histoire et de l'entourage de Jules Verne. Qu'est-ce que ça représente pour vous que d'être comédien dans une aventure comme celle-ci ? Oh, c'est le bonheur. Bon, c'est un peu... Charles est en face de moi, mais je vais quand même le dire. Il y a une anecdote au sujet de Visconti, quand il fait dans la scène du bal avec Bertrand Caster et Alain Delon, cette scène mythique de la valse. Oui. Et je disais ça parce que Visconti, il mettait de l'argenterie dans le mobilier. Alors on va se dire, à quoi ça sert pour la caméra? Et pourtant non, c'est le souci du détail. Moi, c'est un immense honneur pour moi de faire partie de cette aventure-là, parce que moi j'ai vu Charles, Geoffroy et d'autres corriger encore et encore à la fin que cette chose-là soit la plus belle. Pour qu'on y croit. Pour qu'on y croit et qu'elle triomphe. Mais on pourrait dire, oh ça va, on verra pas. Eh ben si, on verra. Et moi... Vous aimez cette exigence? J'aime cette exigence-là. Elle essaye d'aller partout, dans le décor, dans la langue, dans le texte, les comédiens. C'est une entreprise de malade. C'est vrai, non mais c'est vrai. C'est une entreprise de malade. Le jour même, avant qu'on ait la première, Charles, je le voyais
encore corriger les derniers petits détails. Il y a un petit problème de peinture là, on va le corriger. Et ben ça, c'est la marque des grands. C'est très joli ce que vous dites et je suis d'accord avec vous pour le sens du détail. C'est vrai que c'est impressionnant de véracité et tout est fait pour qu'on soit absolument transporté. On n'arrête pas de vendre des spectacles immersifs, il y en a qui ne le sont pas, il faut le dire honnêtement. Et là, on est vraiment complètement immergé, baigné dans cet univers. C'est pas trop exigeant ce côté roulement parce qu'il faut le dire, il y a des spectacles tout le temps. Oui. Ça se répète, c'est hyper fréquent. Il y a un public à chaque fois, 30 nouveaux spectateurs. Toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes. Nous ne sommes pas les plus à plaindre, nous autres Jules Verne, puisque on ne fait que 7 fois le tour, on va dire, par créneau. Et du monde. 7 fois le tour du monde. C'est tout. Mais certains, en 8 heures. Mais certains éprouvent 36 fois la même scène. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, moi, Georges Sand fait 36 fois. Mais en même temps, c'est beau parce que... Est-ce que c'est une manière de travailler son jeu, de le perfectionner, d'aller chercher le public? Le nombre de fois où tout à coup on fait un credo et je me dis tiens, essayons d'être attentifs. De la même façon, je reviens sur ces histoires de détails en se disant tiens, je vais regarder un peu dans cette direction-là parce que si je suis en 3/4, le public qui sera là aura cette émotion-là parce qu'on est soucieux de ce que vous pensez le public. Et puis les comédiens peuvent tester des choses et la réponse est instantanée et 5 minutes plus tard, comme la scène reprend avec un autre groupe, on affine. C'est le seul endroit où on peut faire ça. Et nous, on a pris les paris. Je ne vais pas dire exactement quand ni où. On a pris des paris, ça ne s'arrêtait plus. Donc, mais oui, le pauvre commissaire-priseur était bien embêté parce que ça montait. Il y avait des enfants qui étaient complètement déchaînés et ça partait dans tous les sens. Ce qui est vraiment magique là-dedans, c'est vrai qu'on essaie de faire au maximum pour que les gens soient plongés dans quelque chose auquel nous-mêmes on croit. Moi, quand je suis dans le décor et qu'il est terminé, j'ai envie de monter dans l'obus, j'ai envie de le faire décoller. Et quand je fais ça avec toute notre équipe, c'est vraiment ce qu'on essaie d'amener aux spectateurs, c'est la justesse partout. Et quand les comédiens, en fait, c'est le prix à payer de rejouer ces scènes beaucoup de fois pour que chacun puisse vivre ça d'une manière aussi intime. C'est ça qui crée l'immersion. Et on ne fait pas d'immersion avec des lunettes de réalité virtuelle. C'est du vrai vieux bon théâtre, mais en tout petit. Donc c'est extraordinaire, en fait. Les gens qui viennent là, tous ressortent en disant... Mais c'était dingue, mais je m'attendais pas à ça, mais il faut absolument en parler, mais c'est fou. Et ça, c'est une grande joie, mais effectivement, on fait notre max. Jules Verne disait, tout ce qui est impossible reste à accomplir. Absolument. Et finalement, c'est un peu ce que vous faites tous les jours. Parce que moi, quand on m'a parlé au début des projets Polaris, je me suis dit, l'idée est géniale, mais est-ce que ça marche en vrai? Est-ce que finalement, on est vraiment complètement transporté? Est-ce qu'on vit ces moments d'histoire ou ces moments magiques, si on parle de La Belle et la Bête par exemple? Et oui, et donc je me dis que finalement, c'est vous réaliser un peu un rêve d'enfant aussi, que de nous transporter. Moi, je trouve que c'est le propre de l'imaginaire, c'est que c'est très difficile à rendre possible et préhensible, à attraper. Ouais. Et là, j'ai l'impression que c'est possible. Ouais, et ce qui est beau, c'est que ça marche aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Oui. Et les tout-petits sont galvanisés, les parents sont heureux eux-mêmes, pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants. C'est beau de voir que le spectacle rend les gens fiers, crée du lien à l'intérieur même du public qui vient le voir. Et des gens fiers en sortant en disant mais c'est vrai, mais c'est beau, mais c'est Jules Verne, mais c'est la France, et puis c'est Marie Curie, et puis en fait on est tellement submergé par tout ça, par tous ces voyages, par tout cet extraordinaire qu'on ressort avec le sourire, et tout le monde, les plus petits comme les plus grands. Moi, ça, c'est une fierté. Je suis sortie en larmes, figurez-vous, avec le sourire après, mais d'abord en larmes, puisque le dernier tableau est absolument magnifique. Je vais garder le suspense, évidemment, pour ceux qui vont venir voir le show immersif au Grand Hôtel des Rêves, mais je dois dire que c'est d'une émotion incroyable, et je vous rejoins. On ressort avec quelque chose d'assez... On se sent galvanisé, on se dit qu'il y a quelque chose d'incroyable qui palpite dans le monde et qu'on a envie d'en être. Et je trouve que c'est absolument incroyable. Je suis allée m'acheter Le Tour du Monde en 80 jours en sortant, et j'ai eu envie de relire Jules Verne. Donc ce que vous disiez tout à l'heure est vrai aussi, envie de redécouvrir le personnage, et je me mets à la place de ces enfants pour qui le monde de la culture peut être des fois difficile, avec des portes d'accès qui peuvent être plus ou moins évidentes, et là qui justement trouvent quelque chose qui est façonné aussi pour leur curiosité et pour leur imaginaire. Vous avez des retours d'enfants? Le monde tout court. Qui est sombre, et là en fait on fait une promesse lumineuse. Tout à fait.
l'émerveillement dans les yeux des enfants. Et ça, je l'ai découvert avec ces spectacles-là parce que c'est difficile. C'est difficile de plaire à la fois aux enfants et aux adultes. Et j'irai encore plus loin, même aux gens qui connaissent bien Jules Verne. Parce que parfois on réussit. Et là, je pense que même le spectacle, il pense à l'écriture du Jules Verne. Jules Verne qui rêvait d'être un styliste, qui avait toujours l'idée du début, du milieu et de la fin, qui avait un souci du détail. Il reprenait, il grattait, il réenvoyait. Et là, on est aussi dans cette esthétique-là. Donc on fait le pont entre les universitaires, les adultes, les enfants. Il faut venir voir. Il faut absolument aller voir Jules Verne au Grand Hôtel des Rêves. C'est un voyage absolument extraordinaire. Vous avez bien choisi le titre, puisque je trouve qu'on est tout à fait dans ces voyages extraordinaires. Et vous avez raison aussi de préciser qu'on s'amuse autant quand on est un enfant que quand on est un adulte. On apprend plein de choses. Et puis, si vous êtes comme moi, on pleure à la fin, évidemment. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler. Et bravo pour ces expériences absolument incroyables que vous nous donnez à vivre. On passe tout de suite à la consommation. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ces plateformes chinoises qui cassent tous les prix et affichent une concurrence douloureuse aux commerçants français. Je pense à Shein, je pense à Temu, ces enseignes de fast fashion qui sont dans le viseur du Sénat qui examine depuis hier une proposition de loi anti-fast fashion dont on va parler avec Emma Confrère, journaliste au Figaro Économie. Merci beaucoup d'être avec nous, Emma. On va peut-être déjà dire un mot de ces plateformes. Shein, Temu, comment est-ce qu'elles font pour autant casser les prix? Oui, alors on parle d'articles justement à quelques centimes d'euros, voire à 10, 15 euros. Donc concrètement, pour casser les coûts, déjà, elles n'ont pas de magasin physique, il faut bien le rappeler, même en Chine. Enfin, il n'existe pas du tout de magasin, ni en Europe. Il y a aussi le coût de la main-d'œuvre qui est bien moins cher, bien sûr, en Chine, avec des associations qui dénoncent quand même le travail forcé de la minorité ouïghour en Chine. On a aussi des plateformes qui passent directement avec les fabricants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de grossiste, par exemple, donc ce qui réduit aussi les coûts là-dessus. Donc, mis bout à bout, tous ces éléments font qu'on se retrouve avec des articles à très bas coût. Parce qu'on dit que quand on fait produire, par exemple en Chine, le coût lui-même, imputé au prix par exemple d'un vêtement, est moins élevé que si on produit en Europe. Mais là, c'est des coûts qui sont ultra optimisés, oui. On le précise bien. Vous aviez raison de le dire tout à l'heure, c'est des fois quelques dizaines de centimes, quelques euros seulement. Est-ce que les Français commandent beaucoup sur ces plateformes? Alors oui, justement, chiffre à l'appui. Donc l'an dernier, on avait près de 20% de Français qui avaient acheté des produits de mode sur Shein et 6,6% sur Temu. Donc à l'échelle de toute une nation, c'est quand même beaucoup. Alors on n'a pas le nombre exact de colis, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'an dernier, on avait 800 millions de colis d'une valeur inférieure à 150 euros qui sont arrivés en France. Donc cette valeur-là, en fait, ça permet de ne pas avoir de droits de douane en fait, sur ces colis. Et ensuite, on avait 4,6 milliards de colis à l'échelle européenne, dont 91% venaient de Chine et une grande majorité de Chine et Temu. C'est absolument délirant ces chiffres. Est-ce que les Français sont de plus gros consommateurs que d'autres pays européens ou est-ce qu'on est dans une moyenne européenne? Pas très chic, mais pour comprendre. Alors je peux vous dire qu'aux États-Unis, par exemple, c'est pire, non? C'est largement pire. Alors là, les colis de moins de 800 euros sont exemptés de droits de douane jusqu'à maintenant, en tout cas, jusqu'à ce que Donald Trump choisisse durcisse le ton. Voilà, durcisse le ton exactement. Et là, on avait 4 millions de colis qui venaient chaque jour de Chine. Attention, chaque jour. Complètement dingue. Alors, entre 2010 et 2023, le nombre de vêtements mis sur le marché en France est passé de 2,3 milliards à 3,2 milliards. Plus de 48 vêtements par habitant sont mis sur le marché chaque année en France. 35 sont jetés chaque seconde dans le pays. Ça, c'est les chiffres de l'ADEME, l'Agence de l'environnement. On ne parle pas que des plateformes chinoises, mais c'est pour dire aussi qu'on est dans cette logique de fast fashion, de surconsommation. Comment est-ce qu'on l'explique? C'est parce que le pouvoir d'achat se contracte? Il y a eu un pouvoir d'achat et alors il faut bien voir que par exemple le slogan de Temu, c'est « acheter comme un millionnaire ». Quand on donne ça sur des jeunes, où en plus les publicités sont notamment sur les réseaux sociaux, très agressives, ça donne aussi, envie, oui, ça donne envie pour les jeunes. Tout simplement, quand on voit des articles, un t-shirt à 5 euros, pourquoi on irait le payer plus cher en France? Alors qu'il y a des opportunités aussi. Mais peut-être qu'elles sont moins mises en avant. Il y a un marketing très très agressif et on parlait des droits de douane américains. Ces deux plateformes ont vraiment accentué leur marketing à destination de l'Europe. Alors justement, quand on utilise le terme de fast fashion, on comprend mode jetable, mode éphémère, aussi à très très petit prix. Quid de la qualité? Parce que c'est intéressant malgré tout d'être franc, de jouer carte sur table. Est-ce que c'est forcément des produits de mauvaise qualité, Shein et Temu? Alors,
il y a une grande majorité de produits très bas de gamme. Dans tous les cas, ils ne s'en cachent pas, c'est des produits bas de gamme. À titre d'exemple, donc on a 75% des articles qui sont fabriqués à partir de polyester, qui est une matière issue du pétrole. Il faut bien le rappeler quand même. Donc c'est quand même assez problématique. Et il y a eu donc plusieurs organismes qui ont démontré qu'il y avait plusieurs produits qui ne correspondaient pas aux normes européennes, notamment de sécurité. Donc c'est-à-dire que quand on a des jouets pour enfants qui peuvent être très dangereux, on a aussi des appareils électriques qui ont des risques d'explosion ou d'incendie. Super dangereux là encore. Ça pose question. Alors on ne le dit pas assez, mais c'est des commandes qui sont extrêmement polluantes. On va revenir sur l'impact économique dans une seconde, mais c'est difficile de négliger l'impact écologique. Chine, à elle seule, transporte chaque jour 5000 tonnes de textiles par voie aérienne dans le monde. L'impact environnemental est fulgurant. C'est d'ailleurs la portée du texte qui est examiné par le Sénat. Oui, et alors dans son rapport, j'ai retrouvé le rapport annuel de 2023 de Chine. Et donc ils sont passés de 9,17 millions de tonnes de CO2 en 2022 à 16,7 millions en 2023. Ça ne cesse d'augmenter. Je rappelle parce que les commandes augmentent. Parce que les commandes augmentent. Et alors, bon, je rappelle qu'ils ont quand même un objectif de neutralité carbone d'ici 2050, mais on se demande comment ils vont arriver avec de tels chiffres. Alors, indépendamment de ces considérations écologiques qui sont majeures, évidemment, quelles sont les conséquences économiques pour les vendeurs français, les commerçants et puis même les enseignes européennes, hein? Alors, c'est terrible parce qu'effectivement, on a un secteur de l'habillement qui était déjà en difficulté avant l'arrivée de ces deux acteurs, qui a mal opéré le virage du digital, notamment pour de nombreuses marques. Et alors, avec l'arrivée de ces deux marques, ils se sont fait manger. Ils se sont fait manger complètement. Quand on voit des magasins qui ferment de plus en plus, c'est pas pour rien. Quand on voit des milliers de personnes en Europe qui se retrouvent au chômage et qui travaillent dans le secteur de l'habillement, c'est en grande partie dû à ces plateformes. Pardon, mais là on part sur des écarts de prix qui parfois sont délirants aussi. Oui. Est-ce que ces enseignes, françaises ou européennes, doivent revoir aussi leur politique de prix ou on se trompe de... C'est pas évident parce qu'en fait il y a vraiment le point, je pense, précis des magasins physiques. Ça coûte extrêmement cher. Quand on a un loyer à Paris, par exemple, pour être dans une boutique ou dans un quartier central à Paris, c'est hors de prix. C'est hors de prix. Et quand on a Shein ou Temu qui arrive, ou quand on commande, on reçoit sa commande 10 jours après, automatiquement, les consommateurs s'orientent vers ces solutions et les commerçants n'ont pas d'autre choix que d'avoir une concurrence déloyale, il faut le dire. Alors pour combattre cette concurrence déloyale, la répression des fraudes devrait tripler ses contrôles. On parle de quel type de contrôle? Alors justement, la ministre déléguée au commerce, dont Véronique Louwagie, parlait de contrôle avec une approche à 360 degrés. C'est-à-dire? Dans les détails. C'est-à-dire que tout va être vérifié en même temps. Jusqu'à maintenant, on avait une répression des fraudes qui contrôlait par exemple l'étiquetage d'un produit et c'est tout. Maintenant, la répression des fraudes va contrôler non seulement l'étiquetage du produit, mais aussi directement la plateforme, les appellations d'origine, tutti quanti. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un produit qui va être analysé, mais vraiment dans sa globalité et pas seulement sur certains critères. Et concrètement, ça change quoi pour nous, consommateurs, pour ceux qui achètent, pour ceux qui commandent et puis pour les vendeurs aussi? Tout simplement la mise en avant, par exemple, de produits, comme je disais tout à l'heure, un jouet qui va poser question ne rentrera plus sur le marché français. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et pourra être signalé aussi au niveau européen. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les consommateurs. On parle de politique de répression des fraudes à 360. Est-ce qu'on en a les moyens? Alors c'est ça qui est toujours difficile. Pour le coup, la répression des fraudes, sur tous ces contrôles confondus, n'a pas suffisamment de moyens pour opérer ces contrôles. Après, la ministre nous l'a assuré, elle mettra tout en œuvre pour lutter contre ces plateformes. On sait que c'est un gros dossier, en effet, et qu'on essaie de protéger au maximum les entreprises françaises et européennes. Est-ce qu'on va doucement vers une interdiction également des publicités pour des géants comme Shein et Temu? Vous nous l'avez dit, ils ont des politiques marketing ultra agressives. Ils dépensent des millions et des millions d'euros et de dollars à travers le monde, et donc spécifiquement pour l'Europe, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a déjà dans la proposition de loi une proposition sur le fait, en tout cas, d'interdire la publicité via les influenceurs. Donc c'est déjà une première chose. Et le gouvernement envisage d'interdire potentiellement donc une interdiction de la publicité globale. En général. Voilà. Mais en tout cas, il planche là-dessus. Ce n'est pas encore décidé. Déjà sur les influenceurs, et ça serait pas mal parce qu'on sait que c'est des relais très importants, notamment chez les jeunes, chez les ados. Pendant ce temps-là, il y a des enseignes qui mettent la clé sous la porte en Europe, accusent des très lourdes difficultés financières. Vous avez parlé de ces employés au chômage, de ces entreprises qui doivent, pour certaines, fermer. Est-ce qu'on peut vraiment enrayer le phénomène puisque, mais la demande, elle est là. Les consommateurs, entre guillemets, répondent présent. Justement, on s'est rendu compte, on a fait un article avec beaucoup de témoignages de jeunes de moins de 30 ans qui nous disent, alors je connais maintenant effectivement ce que fait Shein en termes de travail forcé, en termes de problèmes environnementaux, mais je continue d'acheter quand même. Et il y a vraiment, c'est presque une addiction. Mais c'est une addiction. Enfin, moi, j'ai eu certaines femmes, pour le coup, en l'occurrence, c'était 2 femmes qui me disaient, je commande toutes les semaines dessus.
Et donc, en fait, il y a aussi cette notion Mais donc, il faut quoi? Il faut éduquer? C'est presque de la pédagogie qu'il faut faire? Il y a une sensibilisation à dire. Voilà, qui est réfléchie en tout cas au niveau du gouvernement. Et aussi, pourquoi pas, d'avoir un petit peu comme le Nutri-Score, avoir un petit peu voilà, un score aussi, de se dire, bon, bah, ce vêtement... Un score éthique, un score écologique? Plutôt écologique et éthique aussi, qui serait, voilà, qui pourrait être mis en place. Mais c'est vrai que ça pose question parce que ce sont des personnes qui se disent, bah voilà, moi, une seule commande ne va pas changer grand-chose dans tout ce flux de colis chinois, mais si, mis bout à bout, automatiquement... Ça commence à faire énormément de colis qui viennent de Chine et notamment à l'issue de ces enseignes de fast fashion. Est-ce que le texte, on doit en attendre beaucoup du côté du Sénat ou est-ce que ça risque de ne pas changer grand-chose au problème? Si, c'est une première étape, bien sûr, et vraiment, les autorités sont vraiment mobilisées là-dessus. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon signal. C'est un bon signal, c'est un très bon signal, et en tout cas, il faut soutenir aussi les commerçants français. Vous avez bien raison de le rappeler, on soutient nos commerçants français et puis les enseignes européennes aussi qui souffrent de la même concurrence évidemment. Merci beaucoup Emma Confrère d'être venue nous expliquer mieux ce sujet de la fast fashion qui n'est pas évident à comprendre et puis d'avoir fait un peu de sensibilisation sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. C'est important, donc on fait attention quand on commande des colis et surtout on essaye de se renseigner, de prendre un maximum d'informations et vos papiers nous aident beaucoup. Un grand merci. Moi je vous dis à demain sur le Figaro TV, je vous souhaite une excellente soirée.